Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Et oui Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons le plaisir d'accueillir Janet Lavin, une jeune femme qui a toujours rêvé d'indépendance et de liberté. Des mots qui, loin de sonner comme une évidence, sont devenus pour elle l'objet d'un combat. En effet, Janet est issue d'une famille très religieuse et aux idées très arrêtées quant à la place de la femme dans la société. Son papa est pasteur. Et Janet comprend très tôt qu'elle va devoir briser ses chaînes, seule, pour gagner cette liberté tant désirée. Et de petits boulots en interrogation, d'expériences douloureuses en prise de conscience presque existentielle, c'est finalement la rencontre avec la musique qui lui sauve la vie. Ces mots, M-A-U-X, elle les traduit en mots, M-O-T-S. Et en chanson bien sûr. Son premier album est en préparation et nous avions donc à cœur de la recevoir aujourd'hui dans Femmes en Lumière. Bonjour Jeannette. Bonjour. On dit Jeannette ou Janet? On peut dire Janet. Oh yeah, Janet, ça sonne trop bien, c'est la classe, Janet. C'est badass. Alors en tout cas, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc du coup, je suis Janet Lavin. C'est mon nom d'artiste et du coup, ça fait bientôt 1 an et demi que je fais de la musique. Pour vous parler un peu de mon univers, donc ça va être du rock alternatif avec une dimension expérimentale basée sur des chants anciens et spirituels. Et donc du coup nous notre univers donc il y a de la guitare et synthé et on a aussi une expérience immersive, c'est le cœur de notre projet avec des visuels projetés pour imager les textes et l'instrumental. Alors pourquoi tu dis notre? Dis-moi, tu n'es pas toute seule dans l'aventure? Non, je ne suis pas toute seule. Du coup, je suis accompagnée de Ludovic Malville qui compose et qui joue extrêmement bien de la guitare, du synthé, du piano. Il est trop fort. Il y a Mathias Iniger qui du coup, lui est artist designer et donc interactive artist designer, pardon. Et donc lui crée des visuels qui va projeter et créer l'expérience immersive. Et je suis aussi accompagnée de Mathieu Clergeau qui lui mixe, a masterisé. Le jour se lève et a fait des arrangements qui sont assez ouf et donc du coup et aussi de LPE, cet organisme qui m'accompagne. Et qui donc beaucoup super équipe. Ouais, voilà. On comprend pourquoi tu dis notre. Super équipe. Ouais. Et alors donc Janet, comme le disait Myriam dans l'introduction, tu as fait le choix de quitter ta famille à 18 ans. C'est ça. Tu pars seule pour t'installer à Cannes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors pas mal de choses. Alors déjà à la base t'es originaire de Grasse. De Grasse, ouais, c'est ça dans le sud. Dans le sud, au soleil. On a trop de la chance. Ok. Et aujourd'hui tu as 27 ans. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, 27 ans. Donc ouais, ça fait pas mal de temps. Mais oui, donc du coup, j'ai grandi dans le sud de la France et en fait à 18 ans, pour moi, il était important de partir pour être indépendante. C'est vrai, comme vous avez pu l'évoquer, j'ai grandi dans un cadre extrêmement strict, plutôt religieux également. Et donc c'est vrai que moi, je me suis pas forcément retrouvée là-dedans. J'avais l'impression d'être un peu trop différente, de pas forcément être acceptée. Et moi, je rêvais de vivre de grandes choses. Je savais pas encore quoi, mais voilà, c'était l'objectif. Alors quand tu disais que t'étais pas à ta place, c'est-à-dire j'étais pas forcément. Moi, j'ai toujours été pour la liberté, pour l'indépendance. Je me sentais pas. Quelle liberté t'étais interdite finalement dans? Alors sans vouloir être excessive, mais toutes. C'était plutôt très strict. Le cadre dans lequel je devais évoluer n'était pas forcément celui dont j'avais envie. C'était avoir un petit boulot, se marier, avoir des enfants et avoir une vie plutôt cadrée, stable, aller à l'église et voilà avec des principes où
l'indépendance, gagner de l'argent, être plutôt la femme indépendante d'une famille n'était pas forcément ce qui était recommandé. Et c'était plutôt la femme soumise à son mari. Voilà, plutôt. c'est ça. Alors, c'est exactement ça. Et je pense que si ces personnes écoutent, ils vont se dire ah non et tout, mais si finalement il y a vraiment ce truc de la femme doit être là pour sa famille, doit être un soutien pour son mari, et finalement la carrière n'est pas forcément mise en avant. Moi par exemple, on y reviendra peut-être plus tard, mais quand je suis montée sur Paris, j'ai repris mes études et j'ai eu un MBA en management, ce qui moi était assez incroyable. Oui, on va en parler après. Tout à fait. Voilà, du coup l'écart c'était mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras des enfants et un mari? En gros, on arrête les études et ça sert à quoi ça sert à quoi de courir après quelque chose en fait, faut arrêter de rêver sa vie. La vie c'est pas ça, et la vie c'est cadré. Et alors du coup, dans quel état d'esprit tu es quand tu pars? Parce que raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'elle dit ta famille quand tu prends cette décision de partir à 18 ans, parce que c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, t'es tout juste majeur, on sait que 18 ans, on n'est pas encore un bébé, mais presque quoi. On est encore très jeune. Soulagée ou au contraire morte de peur? Raconte-nous un peu tout ça. Alors moi je suis partie vraiment à 18 ans pile. J'ai toujours un peu dit que le jour où j'aurai 18 ans, je partirai. En vrai, j'étais assez terrifiée, mais j'avais un petit peu trop d'ego pour le montrer, et j'avais besoin de prouver que j'étais forte et que je croyais en ce que je voulais, parce que de toute façon personne n'y croyait vraiment. Je suis partie en disant quelque chose d'assez fort, en disant je préfère partir au risque d'aller en enfer plutôt que de rester être malheureuse toute ma vie. Et en fait, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Malheureusement, je suis moi. Et si la conséquence c'est d'aller en enfer par la suite, en fait, cette pression, c'était ces mots que tu recevais? C'était pas forcément des mots si précis, mais c'est pas frontal comme ça, mais c'était le cadre qui voulait ça. Moi, quand je suis partie, je suis passée pour la fille qui appartenait au monde, et donc il y a vraiment un décalage entre le monde dans lequel j'ai grandi et l'extérieur du monde qui est considéré comme tu penses comme le monde, tu rêves ta vie, tu cours après l'argent, c'est le diable qui régit tout ça, et c'est excessif et c'est ridicule de courir après tout ça. Et donc moi j'ai dit si le risque c'est ça, j'y vais. Et donc moi j'avais rencontré un garçon parce que je rêvais d'indépendance, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on a été conditionné et un peu formaté à ça. Donc je me suis dirigée vers une relation. Ça a duré 1 an et demi, et c'est vrai que là on est confronté un peu à tout ce sur quoi on a grandi, donc forcément la personne avec qui je me suis mise était autoritaire, m'imposait des choses, et donc ça a été un peu le combat de ma vie, défaire tout ce conditionnement là pour en arriver à finalement d'une famille toxique, un petit peu peut-être, une relation toxique qui continue, et puis après tu nous en parleras un peu plus sur. On va en parler parce que c'est quand même un truc qui te poursuit quelque part, qui t'a poursuivi, on va dire que là maintenant les chaînes ont été brisées, j'ai l'impression. Totalement. Mais voilà, c'est ça aussi qui nous a beaucoup touché dans ton parcours, c'est que il y a quand même plein de choses à casser, plein de schémas à briser, et donc justement, donc on le disait, c'est cet environnement très strict, très religieux. On fait une distinction entre le cocon familial, et puis il y a le monde. Et toi, tu vas être une fille du monde. C'est assez terrible. Donc t'as voulu t'émanciper de tout ça. D'où ça vient ce poids de la religion au sein de ta famille? Tu vois, quel impact tu dirais que ça a eu sur les femmes, sur ta lignée de femmes? Tu vois, je pense à ta mère, mais aussi à tes grands-mères, parce qu'alors Janet Lavin, tu le disais, ton nom d'artiste, ça vient pas de nulle part. Tu leur rends hommage d'une certaine façon. Tu peux nous raconter ça? Oui, donc du coup, ma grand-mère s'appelle Janet, et l'autre, son nom de famille, c'est Lavin. Quel poids ça a eu? Je pense que en fait. Donc t'as pris le prénom de l'une et le nom de famille de l'autre, comme ça. Pas de jalouse. Exactement. Moi, je pense que en fait, déjà, je pense que la religion, en tout cas dans le cas dans lequel j'ai grandi, avec le recul, parce que malheureusement, vu que on me comprenait pas et qu'on m'a
plutôt rejetée sur ce que je défendais, j'ai dû comprendre et donc du coup développer une sensibilité pour me dire ok, pourquoi je vis ça, est-ce que ils sont contre moi et ils me détestent ou en fait non, et donc on a forcément envie de comprendre des fois les choses qui nous font souffrir, et je pense qu'en fait je pense que on a besoin d'être en sécurité avec des vérités qui sont imposées. Et quand on sort de ces vérités, ça peut mettre en insécurité. Et je pense que du coup, c'est ce dans quoi j'ai grandi. Ce qu'on me dit pas, ça fait peur. On peut pas remettre en cause les choses. On peut pas sortir du cadre parce que ça fait peur. Et donc, je pense qu'en fait, que ce soit par la religion ou autre, les femmes d'avant, des générations d'avant, elles avaient pas forcément leur mot à dire. C'était t'es une femme, désolé du terme, mais tu fermes ta gueule et c'est comme ça parce que en fait c'est comme ça et il n'y a pas forcément de choses à revendiquer. Donc ça c'est le modèle que tu as pu observer. C'est ça et ta maman. Excuse-moi juste, c'était une communauté dans laquelle tu vivais ou pas, parce que avec le monde qui nous entoure, avec les femmes quand même qui se libèrent, enfin la parole des femmes qui se libèrent, c'est très dur finalement de garder ce schéma-là. Donc c'était une communauté, vous étiez plusieurs familles ou vous étiez que vous? Oui, alors du coup exactement, on était c'est des églises, c'est protestant et donc du coup moi j'ai grandi avec plein de gens et donc oui on était à peu près 90, ils sont un peu plus, et donc on grandit avec ces personnes-là et c'est vrai que moi je trouve que les femmes sont souvent là pour accompagner l'homme, s'occuper de la famille, parce que qui va s'occuper des enfants sinon, et donc c'est ironique hein, mais du coup c'est un peu ce truc là, et moi j'ai pu voir des choses dans l'église où il y a une femme qui divorce et alors là c'est oh là là mais qu'est-ce qu'elle a, et puis elle va prendre des photos parce qu'elle a envie de reprendre confiance en elle, oh là là mais elle cherche vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, mais en fait non, il faut s'assumer, il faut s'imposer, il faut se connaître, il faut pas dépendre d'un homme, on peut avoir n'importe quel schéma qu'on souhaite tant qu'on est consentante. Et comment alors du coup tes grand-mères oui. Elles étaient encore là, ou elles sont encore là quand tu choisis de prendre leur nom? Comment elles l'ont elles ont réagi? Il y en a une, oui. Du coup, celle qui porte le nom de famille Lavin. Ouais. Elle était touchée. Elle comprend. Elle aussi est plutôt dans la religion, mais elle comprend par ma vie et par ce que j'ai pu vivre au cours de mon enfance, adolescence, les choses, et elle comprend que c'est un moyen aussi pour moi de m'exprimer. Elle sait qu'on n'est pas vraiment d'accord. Ça l'empêche pas de prier pour moi et c'est c'est déjà c'est plutôt sain la manière dont elle le fait, parce qu'elle accepte et elle m'impose pas. Juste pour elle, c'est sa manière de m'aimer, et je pense qu'en fait les personnes avec lesquelles j'ai grandi, c'est leur manière d'aimer. Oui. Quelle sagesse hein, faut vraiment OK. Et donc alors aujourd'hui, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec ta famille? Vous êtes en lien quand même? Oui, ça va mieux pendant quelques temps, du coup on s'est un peu éloigné parce qu'ils comprenaient pas mes choix. J'ai pu faire des choix qui pour eux étaient assez péché, dramatiques, totalement péché. Voilà, je peux dire le mot. Mais en tout cas, les liens se rétablissent peu à peu. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils comprennent, ils finissent par accepter la différence. C'est chouette. Ouais. OK, on va poursuivre cet échange, on a envie d'en savoir davantage bien évidemment. Merci Janet, c'est le moment de faire une première pause musicale. Alors, on va écouter quand même un premier morceau qui t'appartient, et après on va avoir la chance de vous entendre en live parce que Ludovic est là. Il nous fait ce cadeau. Donc on démarre l'année hyper fort. Donc on parlait de cet album en préparation. Donc là on va écouter donc Le jour se lève. Exactement, l'acte 1 du futur album Renaissance. OK, c'est parti.
ces champs anciens battant en silence. La nuit se ploie sous un cœur vibrant, l'aube s'élève au mur brûlant. Danse dans l'ombre et fleur d'instant. Puis sous l'écho brûle doucement. Brûle doucement. Vous êtes bien sur IDFM Radio. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Jeannette Lavin, auteure et interprète, est notre Femme en Lumière du jour. Alors, Jeannette, tu te retrouves donc à Cannes à l'âge de 18 ans. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, j'arrive dans la vie. Je suis là en mode, moi jusqu'à présent, tout était un peu interdit. J'avais pas le droit de parler trop à des garçons. J'avais pas le droit de boire de l'alcool, faire quoi que ce soit. Donc moi, j'arrive à Cannes et en fait, je fais une école de maquillage. Je suis en couple avec un garçon avec qui j'habite. Et à la fin de cette année de maquillage, je décide de travailler et de commencer à mettre de l'argent de côté pour monter sur Paris. Le projet lié au maquillage s'est un peu essoufflé. J'avais envie d'aider les personnes qui pouvaient avoir eu peut-être des cancers, des transformations physiques et les aider dans cet accompagnement-là. Bref, finalement, ça s'est pas fait. J'ai commencé à travailler et je me disais, ok, il faut que je monte à Paris, il faut que je mette de l'argent. Je savais pas encore pourquoi. Et donc j'ai commencé à travailler. Il se trouve qu'avec ce garçon, ça s'est terminé. Et en fait, je dois retourner chez mes parents. Et donc là, c'est un petit peu compliqué déjà en termes d'ego et en plus les situations étaient un petit peu voilà. Ouais. Donc du coup vite je trouve plein de travail. Donc je travaille la journée en vente, le soir du jeudi au dimanche je travaille en boîte de nuit. Okay. Donc le milieu de la boîte de nuit que je ne connaissais pas. Voilà, tes parents doivent être ravis. Voilà. Alors ça c'est à Paris, hein. C'est ça. Ça c'est à Cannes. Ah, c'est à Cannes. On est toujours à Cannes. On est toujours à Cannes. Okay. Et donc du coup vite la journée j'arrive plus à tenir. Je coffre de l'argent. Je travaille en boîte de nuit. Là je me rends compte de ce monde. En tant que serveuse, c'est ça? Ouais. Alors je faisais tout. Je faisais serveuse, extérieur, intérieur. J'aidais au bar. Enfin je faisais vraiment un peu de tout. C'était très épuisant. Et en fait là il se trouve que je rencontre un garçon qui s'y trouve et qui commence qui était pas forcément une très très bonne influence et je me rends compte que là il faut que je prenne ma vie en main. Je revois mon père et je lui dis ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et je lui dis voilà là ça va pas, faut que je me sorte de cette situation. Je retourne chez mes parents. Deuxième youhou. Et donc là je me dis ok je peux pas faire ça et je décide de monter sur Paris. Et alors comment ça se passe pour toi du coup dans cette capitale que tu ne connais pas en plus? Alors waouh parce que Paris moi je pensais jamais réussir à monter sur Paris un jour parce que déjà rien que de penser au métro, à toute cette organisation, aux gens, enfin moi je venais du sud, je disais bonjour à tout le monde, ça a eu un petit choc et en fait il se trouve que je rencontre un garçon avec qui je vais rester 3 ans et demi et donc du coup finalement je vais pas vraiment profiter de Paris parce que cette relation va être je pense en termes de toxicité le max qu'on puisse. Tu as quel âge à cette époque? J'ai 21 ans, c'est en 2018. 21 ans, donc de 18 ans à 21 ans. On va dire que tu es sur Grasse à peu près. Grasse Cannes, je travaille. Cannes. Ouais. Et là, tu arrives sur Paris. Et alors, comment se fait-il, selon toi, que tu te retrouves de nouveau dans une relation toxique et comment tu t'en rends compte aussi parce que c'est pas forcément simple. Je m'en rends compte oui et non sur le coup. Ouais. Mais pourquoi je vais là-dedans parce que j'ai grandi j'ai grandi sur des choses qui m'ont mis là-dedans, j'avais pas forcément ma place, je dénonçais des choses où les gens n'avaient pas forcément envie d'entendre, on n'avait pas envie de m'écouter.
Et donc du coup, en fait, j'ai grandi sur je dérange. Qu'est-ce que t'as dénoncé qu'on n'a pas eu envie d'écouter? Du coup, quand j'étais enfant slash préado, il s'est passé certaines choses que malheureusement beaucoup de femmes vivent. Et quand j'en ai parlé, on m'a pas cru. On a plutôt rigolé et on n'a pas forcément agi. Et donc du coup j'ai dû. C'est des agressions. Exactement, Ouais, exactement. Et donc du coup quand j'ai dénoncé ça, les personnes ne voulaient pas écouter. Et en fait j'ai un peu grandi dans ce truc de déjà l'acte en lui-même est assez fort dans le sens où quand on vit ça, ce que ça dit c'est pas juste voilà il s'est passé ça, c'est juste tu n'es tellement rien et tu n'existes tellement pas que je vais faire ça. Et j'en ai strictement rien à foutre de ce que tu dis ou non, parce que de toute façon, moi j'ai décidé de t'agresser, donc tu n'existes pas. Donc j'ai grandi un peu sur ce truc de je n'existe pas, et quand j'en parle, personne ne m'écoute, et on ne me croit pas. Avec le temps, j'ai dû comprendre et analyser tout ce qui s'était passé, parce que le plus dur, hormis l'acte, c'est le après, les conséquences que ça a, parce qu'en fait on peut dire ce qu'on veut, ça nous poursuit toute la vie et ça marque l'esprit. Je pense vraiment que ensuite on est enfermé dans ce traumatisme et ce que ça dit, ce traumatisme, on le revit en boucle tant qu'on n'a pas compris. Et donc du coup forcément quand on grandit sur ce truc de je n'existe pas, il s'est passé ça, je n'ai aucune valeur, que ce soit physique ou mentale, je n'ai aucune importance sur terre. Les personnes qui étaient censées me protéger, m'écouter et qui étaient très strictes n'agissent pas. Donc en fait, en termes de valeur, d'éducation, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, du coup, parce que quand un truc grave comme ça se passe et que moi j'ai eu l'habitude dès que je sais pas, je range pas une fourchette, on m'engueule, j'exagère là, mais du coup quand il se passe quelque chose comme ça et que je le dénonce et qu'il se passe rien, bon, et donc du coup il y a forcément ce poids aussi de la culpabilité de j'amène une information qui est trop dure pour tout le monde, personne ne pourra me sauver. Et en plus, je fais souffrir tout le monde. Donc du coup, vite, je prends une place de parent pour des personnes qui ne sont pas capables. Et vite, les gens me renvoient à un truc de je ne veux pas écouter, c'est trop dur, et balance des choses assez horribles oui, enfin, t'es sûr que t'avais pas envie, non mais bon, truc, c'est pas ta faute, oui. Tu l'as pas cherché. Oui, et puis bon, quand tu t'habilles comme ça, truc, et puis en fait, avec le temps, j'ai analysé, ils étaient juste pas assez forts, ils ont fait comme ils pouvaient, c'était pas la meilleure des manières, et heureusement que j'ai compris. Mais moi, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que ils ont pris un peu le risque que je foute un peu ma vie en l'air, au point de me faire croire que j'étais un peu folle, plutôt que d'agir. Et donc, du coup, avec les conséquences que ça a eu, enfin voilà, sur tes relations, puisque là, bon, tu nous décrivais déjà passage à Cannes, il y en a déjà un ou deux, les relations, elles commencent déjà à être toxiques. Et là, tu nous dis à Paris, bon, alors là, c'est le pompon du pompon. Alors là, comment, donc là, c'était intéressant ce que disait Laetitia. Comment tu t'en aperçois? Enfin, c'est quoi qu'est-ce qui te fait partir en fait? Ce qui me fait partir, en fait, ce qui est déjà comment ça a commencé, parce que c'est important de le dire aussi, c'est que ces personnes-là, je sais que c'est un peu un terme à la mode. Moi, ça me révolte un peu parce qu'en fait, il y a quand même la perversion narcissique, c'est quand même quelque chose. Bien sûr. Quand on le vit, c'est un terme qui est très fort et qui est très important. En fait, c'est une personne qui va analyser exactement tes pires blessures, qui va se suradapter et te donner exactement tout ce dont tu as manqué, tout ce dont tu as besoin. Il va suradapter. C'est ça, au début, ça va être parfait. Puis petit à petit, il va commencer à faire des choses qui sortent un peu de ton consentement, mais tout en commençant à te manipulant. Et en fait, ça va monter de pire en pire. Et en fait, tu te vois accepter des choses, mais tu n'es plus rien. Et finalement, c'est exactement... C'est le phénomène d'emprise là que tu décris. Et finalement, c'est exactement l'image de ce que j'ai pu vivre, et c'est pour ça que c'est important de le dire, c'est que en fait,
il a représenté exactement tout ce que j'avais subi en une relation. Et donc en fait, j'ai pas travaillé. Il y avait de la violence. Il t'interdisait de travailler? Alors non, c'était mieux fait que ça. La conséquence était ça, mais il disait qu'il était pas capable de vivre sans moi. C'est une vraie manipulation. Parce que c'est psychologique. C'est un franchement. Qui fait qu'après tu t'oublies toi-même. Tu t'arrêtes de travailler, tu t'éloignes de tes amis, de ta famille. Il est sous emprise. Du coup, il te frappe aussi. Il y a de la violence physique ou psychologique. En fait, ouais, mais c'était plutôt bien fait dans le sens où il était très intelligent dans ce qu'il faisait. Ça veut dire que moi, je me souviens, apparemment, c'était quelqu'un qui était militaire. Bon, à voir parce que je pense que c'était surtout un gros mytho. Mais du coup, je sais que la nuit, des fois, il m'étranglait ou quoi. Et il disait oui. Enfin, et des fois, il se passait des choses. Et en fait, finalement, en fait, ça monte petit à petit. Et c'était même pas, je n'avais plus de place. C'est qu'en fait, il est rentré dans mon cerveau. Il a pris la place et je n'étais rien d'autre que ce qu'il voulait que je sois. Ok. Donc c'est quoi le déclic? Comment tu pars? Le déclic, c'est je décide de reprendre mes études parce que je comprends qu'à Paris c'est comme ça que ça se passe et que lui il nourrit un peu mon idée de tu verras, tu seras une femme puissante qui travaillera, qui sera entrepreneuse. Moi c'était le rêve de ma vie, prendre un peu la relève. Donc d'où le MBA dont tu nous parlais tout à l'heure. Okay. Et donc du coup j'appelle un organisme qui se trouve faisait un partenariat avec une école qui apparemment avait l'air importante. Moi, je connaissais pas du tout ce que c'était cadre et tout. Je commençais à découvrir et en fait, j'appelle cette école et j'avoue, j'ai un petit peu mitonné, mais c'était pour la bonne cause. Et je leur ai dit, voilà, vous avez besoin de tant d'années d'expérience en management. J'avais regardé les termes, j'avais regardé des interviews qui parlaient un peu en mode business et tout. Et j'ai dit, voilà, moi j'ai ça. Comment on rentre? Ils m'ont dit, ok. Et donc du coup, j'avais 2 ans pour le passer à distance. C'était pour des gens qui travaillent. J'ai réussi à le faire en 3 mois. J'ai franchement rien compris de ce que je faisais. Mais ça t'a permis de te sauver. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'était bien. Et donc juste pour en revenir au déclic, donc t'obtiens ce MBA quoi qu'il arrive. Et donc là, il te pose un ultimatum. Ouais, c'est ça. En gros, du coup, j'ai ce MBA, donc du coup, je commence à travailler. Il se passe combien de temps, excuse-moi juste? Il se passe 4 mois entre le MBA et le premier taf que j'ai. Okay. Et donc du coup, je postule et là d'un coup, j'ai une réponse, un cabinet de recrutement et je me dis OK, j'y vais. Au début, il fait semblant de me soutenir et puis en fait, après, il commence à me faire culpabiliser. Je rentre le soir, il me plaque contre le mur, il me sent, il me dit tu pues le mec, t'as changé, t'es devenu vraiment la pire des merdes, la pire des personnes au monde. Et donc il me dit de toute façon, c'est très clair, c'est soit le travail, soit moi. Wow. Décide ce que tu veux être. Si tu veux être une sombre merde, choisis ton travail. Et je lui ai dit, ok. Du coup, je suis partie. Et après, il m'a pas vraiment lâché non plus. Il m'a envoyé plein de mails. Oui, donc après, il y a du harcèlement qui se poursuit. Mais en tout cas, ce qui est important là de dire, Janet, là, c'est que t'arrives à trouver ce cran là. De partir. Donc c'est vachement important là, tu vois, tout ce que tu décris, ces phénomènes d'emprise, on a beau en parler, quand on se retrouve dans la situation, c'est jamais très évident. Toi, quel conseil tu donnerais? Tu vois, c'est quoi qui doit nous alerter, tu vois, le premier red flag là, où tout de suite on devrait se dire, faut pas y aller. Du moment où on ressent quelque chose qui est pas normal, où on se dit, moi je pense qu'en fait on minimise le ressenti parce que on s'adapte constamment. Donc c'est s'écouter vraiment. Il faut s'écouter et en fait il faut surtout se dire que ça paraît insurmontable. Moi, jamais de ma vie, j'aurais cru pouvoir sortir de ça, parce qu'en fait, la personne crame tout ce qui existe, et donc du coup, on n'a plus rien, et on n'est plus rien, et en plus, on a le sentiment que nous-mêmes, on peut plus vivre toute seule, parce que la personne a tout brûlé et est devenue en même temps le sauveur. Donc en fait, il détruit tout et en même temps, il nous sauve. Donc du coup, en fait, on devient une petite chose fragile. Okay. Mais en fait, il faut se dire que ça paraît insurmontable, mais ça l'est pas. Et en fait, il faut se battre. Et souvent, on a 2 parties en nous. On a la partie où c'est dur, où on souffre, et on a la partie avec cette petite voix qui nous dit là c'est pas normal. Bon, tu nous parles de ténèbres et de lumière. Exact. En même temps, donc ça tombe bien parce que pour ce deuxième morceau qu'on va écouter, on va avoir le plaisir de vous écouter en live tous les deux. Donc c'est qu'est-ce que vous allez nous jouer? On fait Décimé. Allez, donc on est parti pour Décimer avec Ludovic Malville au synthé.
Juste une question. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous expliquer le pourquoi de cette chanson? Ah oui, alors c'est pour cette relation-là, et ça parle d'emprise et de cette relation que je dénonce. Toxique, ok. Voilà, Parfait. vous allez voir, c'est plutôt imagé en plus. Les termes. Alors on écoute. Sois l'ombre de toi-même comme un lointain souvenir insaisissable, irrécupérable. Sois le fantôme de ton âme, t'as tout eu de moi, j'étais devenue ce que tu voulais que je sois. C'est pas assez, c'était pas assez. Tes hurlements silencieux, tes manigances sous-jacentes ont retourné mon âme, reconditionné. Toi, t'étais le maître des armées. Armée, écrira la paix quand le feu aura tout brûlé. Armée, qui criera la paix quand le feu aura tout brûlé. Décimer mon âme et décimer, décimer mon âme et décimer. Tu m'as prise par la main, apparemment tout irait bien, que tu serais là, je prendrais tout sur toi. Le vent et les marées ne te font pas peur, non. Tu m'as comparé à tout ce que tu pouvais piquer, rabaisser au moindre instant passé, à rééquilibrer la paix quand le feu aura tout brûlé. Oh, décimer mon âme, mais décimer, mon âme, mais décimer. Sois l'ombre de toi-même comme un lointain souvenir, insaisissable, irrécupérable, sans avenir. Décimer, toute mon âme est décimée. Décimée, mon âme est décimée. Oh. Bravo. Incroyable prestation. Bravo Ludo, bravo Janet. On vient d'avoir un magnifique live. Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, Janet Lavin, auteure, interprète, est notre femme en lumière du jour. Alors Janet, tu aimes à dire que la musique t'a sauvé la vie. Oui. Alors, comment est-ce que ça a commencé pour toi? Parce que là, on a vu le parcours, Cannes, Paris, MBA, le cabinet de recrutement, rien à voir. Rien à voir. Ouais. C'est vrai. Du coup, c'est en fait en 2000. On est quoi là en 2025? En 2026. 2026, oui, depuis 6 jours, on est en 2026. J'ai du mal à m'y faire, c'est vrai. Autant pour moi. Mais c'est vrai. Donc du coup, fin 2023, là, il y a un peu toute ma vie qui s'arrête, une relation qui se termine, où je comprends plein de choses sur moi et où je me dis là, il faut que je sois moi. Pour genre, c'est plus possible de vivre ce genre de choses. Il faut que je sois moi. J'ai rencontré du coup une de mes meilleures amies actuelles, Nina, qui est d'un grand soutien, et en fait je me rends compte que voilà, là il faut que je prenne ma vie en main. Je me barre à Marseille. 3 mois, je pars à l'aventure. Pour moi, Marseille, c'était vraiment de fou. Okay. Vraiment toute seule avec mon petit chien, Romy. Et donc du coup, donc je pars à Marseille. Et en fait, quand je rentre sur Paris, je prends ce temps-là pour me reconstruire. Et je me dis maintenant, il va falloir que je m'aime et que je me respecte. Donc tant que c'est pas le cas, je continuerai et bref, tous les jours à là Marseille. Tu te dis, voilà, là, ce que je ressens a de la valeur en fait. Voilà. Finalement, la grande leçon, ouais. c'est ça. Et c'est au-delà de ça, c'est genre les gens te traitent comme tu te perçois, donc maintenant il va falloir arrêter et
voilà, avoir un peu de courage. Ouais. Donc du coup, je rentre sur Paris, j'ai aucun logement, j'ai Normal. pas de taf non plus, et en fait là je trouve un taf, et là j'essaye de regarder un peu ce qui se passe, et je vois une coloc et je vois l'annonce et je me dis je sais que c'est là que je vais vivre, je n'ai aucun doute. Donc la coloc qui se trouve Ouais, à Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, donc pas très Dans loin. le 95, ouais. Exactement. Et donc du coup, j'arrive dans cette coloc, je suis prise, bon instinct, j'étais contente. Je suis prise, et en fait, il se trouve que dans cette coloc, il y a un studio de musique, et Charles, le propriétaire, me dit tu fais de la musique? Je fais non, pas du tout. Moi, j'ai chanté vite fait dans ma salle de bain, mais il faut qu'il y ait plus personne dans l'immeuble parce que moi, je suis ouh. Et donc et en fait, le temps un peu passe. Au bout d'un mois, je prends un petit café. J'avoue, avec une petite cigarette, et là je vois Ludo et qui me dit tu veux pas tester la musique? Donc Ludo qui vient de t'accompagner là, qui est avec nous dans le studio. Exactement. Voilà. Et je lui dis moi, mais non, mais n'importe quoi, t'as vu le niveau que t'as toi et tout, impossible. Bref, c'était la pression, et en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à chanter, et ça a été dès le premier instant. Je me souviens, c'était Coup de soleil qu'on avait repris, c'était au piano, et c'est la première fois de ma vie. Le Coup de soleil de Cochin, c'est ça? Ouais. Incroyable. Ok. Et donc ça c'était donc quand t'arrives dans la coloc, il y a combien de temps? Il y a juillet. C'était genre il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. Incroyable. T'avais jamais chanté de ta vie. Jamais. Et là tu nous fais des lives. Alors, juste le lien avec la cigarette, du coup, je comprends pas. Il était dans la coloc ou tu l'as rencontré dans un resto? Oui, pardon, c'est mon coloc. Ah, voilà. Ludo, voilà, ils sont coloc. Elle arrive dans cette coloc et comme par hasard, elle tombe sur un zikos de fou. Ouais, en plus, voilà. En Ludo, plus trop sympa. Voilà. Trop fort. Bah oui, trop fort. Et là, donc, du coup, tu chantes, et là, t'as une évidence. Et ben, là, en fait, c'est même plus qu'une évidence. Ça veut dire que, avec Ludo, on a une relation, on parle, mais on est pudique. Et en fait, finalement, par la musique, on communique, on se dit des choses que jamais on s'est dit sans forcément mettre des mots dessus, mais on a une connexion qui est juste exceptionnelle. Et ce qui est ouf, c'est que par la musique, j'ai rencontré des personnes, c'est du coup de foudre amical, même plus. C'est des personnes où c'était fou dès le début. Et Ludo, ça a été juste incroyable. Enfin, du moment où on a commencé, on n'a pas arrêté. Et en fait, on a commencé par faire des reprises, des covers. Et puis en fait, du coup, donc fin d'année dernière, je décide de monter ma boîte parce que j'étais encore un peu dans le déni de moi je veux être une entrepreneuse qui gagne beaucoup d'argent et je veux faire des podcasts sur du business. Et en fait, il se trouve que ça marche pas, que mon corps il suit pas, je pète un peu un plomb, un burn-out. Et en fait, à chaque fois que je dis non mais je vais pas faire de la musique, c'est trop loin de ce dans quoi j'ai grandi. Alors déjà être entrepreneuse, c'était touchy, mais alors chanteuse, genre j'ai vraiment choisi une vie où là c'est sûr tout le monde va me rejeter quoi. Et donc et en fait c'est fou de se dire ça. Ah ouais, et à chaque fois que je disais ça, bim, otite, j'avais des problèmes aux yeux, j'ai été hyper malade et tout. Et en fait le problème c'est que ça impactait la musique, et donc en fait j'étais confrontée viscéralement à moi je suis pas heureuse si je fais pas de musique, mais en même temps je peux plus en faire. Donc là j'ai décidé de tout arrêter. Et ce qui est ouf, c'est que en décembre du coup 2024, je priais l'univers en disant je n'arriverai jamais à me sortir de cette situation de boîte, et en fait je veux plus faire ça, sauf que en fait les gens ont pris le risque un peu de croire en moi, ma famille ils se sont dit bon tu veux faire ça, bon bah ok on croit en toi, fais voir ce que tu fais. Et en fait j'étais pas du tout heureuse, et je me dis je peux pas échouer. Donc ma vie peur de décevoir encore. Ouais, et puis ma vie, moi je m'étais construite, moi ce qui me tenait jusqu'à présent c'était un jour je réussirai, je ferai de l'argent et je vais leur montrer que en fait je peux y arriver. Et là pour moi c'était le pire échec de ma vie, et je me disais ouais je peux pas assumer ça. Et en fait finalement ça s'est arrêté parce que physiquement je pouvais plus. Et là s'ensuit une incompréhension de ma famille aussi, où voilà, eux ce qu'ils voulaient c'est que je demande pardon à Dieu pour tout. Moi je voyais pas en quoi je devais dire pardon à Dieu, et en fait là s'en est suivi un cheminement profond. Maintenant, qu'est-ce que je veux? En fait, il va falloir que j'assume ce que je veux. J'ai pas à dire pardon à Dieu. J'ai pas à me repentir. Je suis pas le genre de personne à 50 ans qui rêve encore sa vie et qui prétend avoir des contacts, je sais pas où, et qui fait semblant de rêver sa vie, mais il se passe rien. Moi, j'ai des vraies convictions. Ça arrive d'échouer, c'est pas grave. Et en fait, je refuse maintenant
qu'on me dise ça. Donc il y a ce refus-là, mais ça me fait quand même souffrir. Et je me dis, ok, là maintenant je vais me lancer dans la musique pour de vrai. Et on a commencé à composer du coup avec Ludo des musiques. Et moi j'avais jamais fait ça de ma vie. Et franchement, c'est donc Ludo, en fait, donc fort. là, toute cette année 2025 qui s'est écoulée, tout s'accélère de façon complètement incroyable. Du coup, à partir du moment où tu prends cette décision ferme, donc il y a eu plusieurs concerts en plus à la Maz, là, à Paris. Les pick-up à Épinay, voilà, tout est, voilà. Tu seras donc au 34 à Paris aussi le 3 février, donc dans un petit peu moins d'un mois. Alors c'est quoi là les projets là pour cette année là? Les projets du coup pour cette année, donc du coup en fin février on a aussi une date à la Servangari. Le projet, donc on est accompagné par LPE, donc du coup on va sortir l'album. Donc il y a déjà des dates de sortie, notamment pour mars, pour mai, et le but c'est de faire une release party à la fin de l'année. On est soutenu du coup par la ville d'Épinay-sur-Seine. On est en train d'échanger avec le PMO, donc il y a pas mal de structures qui Le PMO, c'est quoi le PMO? C'est le centre de musique de Orgemont. D'accord. Et pôle musical d'Orgemont, incroyable. C'est ça. Et donc du coup c'est assez ouf parce que jamais de ma vie j'aurais pu envisager qu'on s'intéresse à ce que je dis. En quelques mois quoi, t'as réussi à te créer un truc. Mais je pense que en fait s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment les rencontres qu'on fait. Et je pensais pas un jour dans ma vie avoir la chance de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. J'ai parlé de Ludo qui a totalement transformé ma vie, mais il y a aussi eu Mathieu pour quand j'ai enregistré Le Jour se lève, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et en fait au-delà de ce que je disais, il a compris et il a cru en moi, et il a vu des choses que peu de personnes avaient vues, et il est d'un soutien, celui qui a enregistré, mixé et masterisé le son, et qui fait les arrangements aussi. Du coup, il m'accompagne professionnellement. Ouais, mais parce que je pense qu'en fait, ce que Mathieu voit, mais c'est aussi ce que nous on voit. En fait, Janet, c'est que t'as cette force incroyable de toujours t'interroger sur le pourquoi de ce que tu vis, et donc de donner un sens en fait, et de réussir à le transcender. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Et alors du coup, moi ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que tu dis ce que tu incarnes. C'est-à-dire que tu as dit, voilà, il faut que je prenne du temps pour moi. Tu es parti, on va dire à l'autre bout de la France, si j'exagère ce que tu dis. Voilà, et tu incarnes ce que tu dis parce que voilà, tu as pris du temps pour toi, tu t'es retrouvé, et finalement, comme tu le disais, en fait, on attire ce qu'on reflète en fait au monde. Et depuis que tu t'es choisi toi, que tu as choisi la lumière, et ben finalement toutes ces petites personnes qui viennent graviter autour, eh bien elle renvoie cette lumière que tu dégages. Et alors Ludovic, qui t'accompagne, Ludovic Malville, qui est donc pianiste, guitariste, compositeur, avec qui tu travailles. Chanteur aussi, il est trop fort. Donc vous écrivez. Comment ça se passe au niveau de tout ce métier en fait de chanteuse que tu vis aujourd'hui? Est-ce qu'il écrit, tu écris, vous composez ensemble? Comment ça se passe? Ça c'est fou parce que du coup généralement les sessions c'est on se dit on compose. Ludo fait des trucs de ouf à la guitare, et soit du coup j'ai déjà des textes et on le met. Par exemple Décimé, celle qu'on a faite juste avant, c'était j'avais un texte, il a fait un truc de ouf à la guitare, ça a été en une fois. On a pondu le truc. En fait, c'est la nouvelle Céline Dion avec Titanic, c'est ça? Il suffit d'une fois. Mais voyons grand. Moi, je vois grand. En fait, on diffuse juste la maquette déjà. Voilà. La maquette est déjà prête à... C'est ça. Merci en tout cas beaucoup Janet. Et alors du coup, vous allez nous jouer un dernier morceau en live. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est hyper important. Je l'ai composé au début d'année. C'est une lettre que j'ai écrite à la petite moi pour justement me choisir et réussir à faire de la musique. Et du coup, c'est juste que j'ai choisi la lumière et que j'ai décidé d'aller la chercher parce que c'est bon, maintenant elle est en sécurité, quoi. Super, voilà. Ça prend écho avec tout ce qu'on vient de dire, la petite moi. Petite moi. Et alors on écoute ça, c'est parti. Trop bien. Se sont écoulés, te voilà sur le carrelage. Les voix se taisent autour de toi. Tu te perds dans les méandres, tiré
sens ton cœur battre, la peur, je sais ce choix t'arrache le cœur, il te paraît insurmontable. Un jour je serai grande, forte et souveraine, ma voix percera l'ombre de tes chaînes, j'écrirai ta loi dans le vent, indépendante, fière en avançant, je porterai ta voix comme un étendard dans les tempêtes et les silences et les départs, je hurlerai ta voix, le monde l'écoutera, je soulèverai ce poids, regarde-moi, petite moi, lève-toi. Ils fuiront ton cri, trop proche de leur chaos, tu porteras le poids de leurs idéaux, tu incarneras ce qu'ils refusent de voir, le manque, la honte, l'abandon et la rage, les couteaux transperceront ton dos si pur, impureté que tu ne laisseras pas gagner, je t'en prie écoute-moi, car le temps m'échappe, ce qui t'aidera marche dans tes pas, j'ai traversé la nuit pour qu'un jour tu puisses toucher la lumière, essuyer la guerre, combattu les ténèbres, hurler dans le désert, élève ta voix. Un jour je serai grande, forte et souveraine, ma voix percera l'ombre de tes chaînes, j'écrirai ta loi dans le vent, indépendante, fière en avançant, je porterai ta voix comme un étendard dans les tempêtes et les silences, je porterai ta voix, le monde l'écoutera, je soulèverai ce poids, regarde-moi, petite moi, lève-toi, petite moi, lève-toi. Bravo Jeannette, Magnifique. bravo Ludo. Bravo. Franchement, Magnifique, sublime. encore une chanson en direct incroyable. Franchement, on a même pas envie que ça s'arrête. En fait, on a envie d'écouter le concert. Alors, on est de retour, bien sûr, sur IDFM Radio, la radio qui met en avant aussi des talents comme toi, Jeannette, et bien sûr dans l'émission Femmes en Lumière. Toi, Jeannette, on le rappelle, hein, auteur-interprète, tu vas te prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Jeannette, est-ce que tu es prête? Totalement. Allez, on rentre dans les Totalement pas, en coulisses. Alors, quelle est la chanson qui te ressemble le plus quand personne ne t'écoute? Waouh. Ok. J'arrive. Oh là là. T'as le droit de prendre quelques Il y en secondes a pour répondre. tellement. Il y en a tellement. Bah, voilà. Ok. Bah tout dépend si j'ai besoin d'avoir de la force. Non, celle qui te ressemble le plus. Ah, ce qui me ressemble le plus. Ouais. Oula. Qui illustre un peu toi, ton parcours, Ouais. qui tu Au-delà es. de l'humeur, juste, ouais. Je sais pas. Il y a par exemple une musique de Kate Bush qui m'avait un Kate peu Bush. transformée. Ouais. Bush. Oula, pardon. Bush, mais sûrement, hein, quoi, ça, c'est pas, pas Bush, non. S'il faut, c'est toi qui as raison, hein, mais ok, aucun, on Et s'en c'est fout. quoi c'est quoi la chanson, du coup, tu t'en souviens ou pas? C'est les hauts du hurlement en anglais. C'est ouais, je suis une grosse qui chante en anglais. C'est ils en ont fait la BO de Stranger Things, là. Ouais, alors c'est Celle-là, pas c'est celle-là. pas celle-là, celle qui était, Running Up That Hill, c'est pas celle-là? Non. Non, C'est bon. ok, bah trop En tout nul. cas, Ok. c'est lui, super nul pour. Ok, d'accord. Waouh. Mais en tout cas, c'est cette chanson qui, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, peut-être qu'ils connaissent. Ouais. Et du coup, elle te. Et pourquoi elle te ressemble?
C'est plutôt l'émotion. En vrai, je suis toujours très touchée par les émotions. Après, il y avait aussi la musique d'Iseult qu'elle avait pu faire, Corps, qui m'avait un peu bouleversée également. Je pense que je suis touchée par les textes, mais aussi par l'intention que ces chanteurs peuvent mettre. Et je suis une grosse sensible, donc j'avoue que c'est plutôt des trucs tristes généralement. Et alors, si on parle d'émotion, si ta voix était une couleur, ce serait laquelle? Je dirais qu'il y en aurait deux. Ouais. J'ai le droit. Oui, t'as le droit. T'as tous les droits. Trop bien. Je dirais bleu et rouge. Rouge parce que c'est un peu ce qui mâche mes textes aussi. C'est le feu qui sort parce que ça a besoin de sortir et l'eau qui apaise et finalement ça se transforme en quelque chose de lumineux. Donc je dirais bleu et rouge. Bleu pour l'eau et le rouge pour le feu. Ouais. Ah, c'est beau, quelle image. Ok. Et alors, donc Janet, troisième question Spotlight. Attention, à quel moment as-tu compris que chanter n'était plus un choix, mais une nécessité? Dès la première seconde avec Ludo. Voilà. Ouais. Donc là, Ouais, il est là, je te dis même pas le sourire de fierté qu'il a. c'est clair. Là, il en peut plus. Ok. Alors, si tu pouvais glisser un secret dans l'oreille de ton public, ça serait lequel? Un secret, c'est un truc qui doit apprendre sur moi ou un conseil Comme secret? tu veux. C'est toi qui choisis. Je dirais plutôt un conseil. Qui peut être secret, mais que tu pourrais dévoiler juste pour nous. Parce que c'est ça la question. Pardon. Sinon, désolée. Je dirais que il faut, même quand on a l'impression de plus avoir espoir, il faut se forcer à en avoir parce que moi jamais de ma vie j'aurais cru un jour pouvoir faire tout ça. C'était vraiment inenvisageable. Et si la petite fille savait, elle serait juste folle et que je pense qu'il faut croire en soi, se donner les moyens parce que la vie peut être belle même quand tout s'écroule et qu'il y a toujours une raison pour tout. Il faut s'écouter et croire en soi parce que personne nous sauvera. Et puis chercher à comprendre aussi. C'est ce que tu disais. C'est ça qui sauve aussi. C'est on vit ce qu'on vit, on traverse ce qu'on traverse, les galères. Et si on arrive à se poser cette question, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça veut m'enseigner? Et c'est là où tout d'un coup, il y a possibilité d'éclairage et de poser de la lumière, quoi. D'allier les choses. Ok. Allez, dernière question Spotlight. Okay. Si ta voix pouvait signer une pétition, quelle cause porterait-elle en premier? Dur, hein? C'est trop dur ces questions, je sais. Moi, évidemment, mon projet tourne autour des sujets liés à l'oppression, mais ce serait l'humanisme parce que en tant qu'humain, l'injustice, vraiment tous les sujets. Il y a des droits et je pense que c'est ce combat-là moi que je veux mener. C'est qu'on soit un homme, une femme, qu'importe en fait. Il y a des droits, il y a de l'injustice, c'est juste pas possible. Et moi, c'est ce chemin-là que je prends. Super. Okay. Merci beaucoup en tout cas Janet pour toutes ces réponses belles d'espoir et d'humanité. Merci d'avoir joué le jeu à notre interview Spotlight. Notre émission touche à sa fin et avant de la clôturer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es en 2026? Ok. Plein de choses si vous voulez. Allez, plein de concerts et je trouve ça trop stylé là ce qu'on est en train de vivre avec Ludo, Mathieu, Mathias. Je nous souhaite de réussir tous ensemble et tout casser. Parce qu'on est trop badass. Moi j'ai envie de dire trop badass et tu nous as confié un petit secret. Alors moi je vais le dire à l'antenne parce que ça se trouve on sera en exclusivité. Moi ce que je te souhaite Janet avec toute ton équipe c'est l'Olympia dans 3 ans. Allez, c'est dit, c'est acté, c'est signé. Allez, on y va. Super. Merci infiniment Janet pour ce partage plein d'émotions, de sincérité, de générosité. On démarre vraiment l'année sur les chapeaux de roue. On te souhaite le meilleur pour la suite, une merveilleuse année à toi. Bien sûr, un merveilleux album, premier album. Notre émission se termine. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
super année 2026. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain, de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pourrez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, bien sûr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Janet, Ludo. Merci Laetitia. beaucoup. Merci Bonne à année vous, merci tous. beaucoup. À bientôt.